Bienvenue sur la chaîne podcast Terra Cultura, où nature et culture se rencontrent. Chaque épisode est une exploration de notre monde, révélant le lien entre l'environnement naturel et les créations humaines. Bonjour Pierre, merci de nous recevoir au Biodiversarium. On est à Bagnols-sur-Mer, dans le sud de la France. Tu es médiateur scientifique et on va te laisser la parole pour nous dire qui tu es et ce que tu fais. Bonjour à vous, bienvenue au Biodiversarium. Donc, je suis aussi content de vous recevoir. Donc oui, effectivement, je m'appelle Pierre Parmentier, donc j'ai 27 ans et ça fait maintenant quasiment en mai, ça fera 2 ans que je travaille ici au sein du Biodiversarium, donc dans l'Observatoire océanologique de Banyuls. Donc ma principale mission ici, c'est d'accueillir du public lors de certaines animations qu'on met en place pour mettre en valeur un petit peu ce qu'on fait du côté de la recherche. Également, on va avoir des scolaires tout au long de l'année qui viennent, donc ça peut être, admettons, des maternelles jusqu'à des classes préparatoires, hein, donc on a vraiment un gros delta d'âge, donc qui est aussi intéressant à avoir. Et puis ça peut être aussi, par exemple, des visites guidées de l'aquarium, des choses comme ça qu'on va pouvoir accomplir, ou des déplacements des fois sur le terrain pour des présentations aussi de l'observatoire et de notre rôle en tant que biodiversarium. Ok. Donc tu nous as dit que ça faisait 2 ans que tu étais donc, médiateur scientifique. Alors c'est un métier, c'est une passion. Comment on devient médiateur scientifique? C'est quoi la voie pour accéder à ce beau métier? C'est une très bonne question. Médiateur scientifique, dans ma formation, moi j'ai été d'abord en biologie, donc biologie des organismes et des populations, une licence que j'ai effectuée à Brest, à l'UBO. Puis après, j'ai fait de l'épistémologie, donc l'étude critique des sciences, qui mélange un petit peu la philosophie des sciences, de l'histoire des sciences, donc est très pluridisciplinaire. Et du coup, ça ne fait pas que 2 ans que je suis médiateur scientifique, ça fait 2 ans que je suis médiateur scientifique ici, au sein de la structure. Mais pendant mes études, j'étais également médiateur scientifique à Brest, à Océanopolis, qui est un grand aquarium qui est là-bas. Et voilà, c'est là où j'ai pu me rôder, effectivement. Et pour savoir comment on arrive là-dessus, justement, il y a plein de voies qui sont possibles. Je pense à des collègues qui sont médiateurs scientifiques, mais qui sont passés peut-être par des mathématiques et qui vont mettre ça en valeur sur ce domaine-là. Ça peut être de la physique. Moi, c'est vrai que je suis plus biologiste, mais ça peut être aussi de l'océanographie physique. Enfin voilà, il y a plein de domaines différents. Donc il n'y a pas une voie, je pense qu'il y a plutôt une passion, celle de communiquer des choses aux gens. D'accord. Et on peut devenir médiateur scientifique par la voie autodidacte? C'est possible ou alors il faut quand même une base, un tronc commun? Je pense que c'est possible. Plus difficile à faire valoriser, ouais. Surtout quand on postule. Par exemple, là, c'est la Sorbonne Université, donc il faut justifier quand même d'un minimum pour pouvoir expliquer ce qu'on est censé retransmettre en sciences. Donc je pense que c'est un bagage qui est intéressant, mais par contre, il y a des gens qui sont autodidactes, et j'en ai connu qui sont hyper performants, parce que déjà, ils ont une éloquence qui est naturelle, et puis une curiosité. Je pense que la qualité principale de ce métier-là, c'est la curiosité. Donc on est sur la passion. C'est de la passion qui est devenue un métier. C'est exactement ça. Alors là, tu nous as dit comment on y accédait, et puis en gros, ton parcours et tes études. Mais quel est ton rôle alors, on va scinder la question en deux. Quel est ton rôle au sein du Biodiversarium en tant que médiateur scientifique? Et quel est le rôle du médiateur scientifique? Que fait-il? Alors mon rôle à moi, c'est justement... Alors j'avais une conservatrice à Océanopolis qui avait une super formulation pour dire qu'on est des passeurs de savoir. D'accord. Et en fait, je ne ferais pas meilleure définition que ça. Effectivement, on apprend des choses et on essaie de le transmettre aux gens, tout en essayant de garder cette rigueur scientifique, qui est un féodé finalement au milieu. Donc voilà, ça c'est pour une petite définition de ce que je fais en termes de médiation. Et sinon, le but du Biodiversarium, c'est d'être une vitrine de l'observatoire. Évidemment, il y a des chercheurs qui travaillent, qui sont dans leur laboratoire et qui ne peuvent pas forcément descendre de leur laboratoire et expliquer aux gens ce qu'ils font. Et même quand ils le font, ils ont l'habitude d'être avec leur pairs, donc peut-être que le vocabulaire ne sera pas forcément adapté. Vous allez vulgariser le langage? Exactement, oui. Pour le grand public. Voilà, la vulgarisation, souvent, c'est pas ça, mal connoté, mais disons que la vulgarisation, de vulgariser du latin, c'est-à-dire plutôt rendre banal, rendre commun les choses. Donc on essaie de faciliter l'accès, voilà exactement, essayer de faciliter l'accessibilité à ce savoir en fait, qui est pour le coup assez facile à diffuser. Il faut juste trouver les bonnes techniques et puis des moyens d'accroche parce qu'il faut que ce soit un peu plus visuel. Ouais. Alors ta mission, toi, au sein de la structure, une journée type, ça pourrait ressembler à quoi? C'est un travail avec des scolaires par exemple, parce que c'est intéressant de transmettre à des enfants
sa passion, et puis la passion de la nature, de la biodiversité. Exactement. Alors justement, ça qui est super intéressant quand on travaille avec des scolaires, pour moi, je veux qu'ils viennent, alors ils viennent dans le cadre scolaire évidemment, mais je veux pas qu'ils se sentent à l'école. Ouais. Je veux qu'ils se disent, même par exemple, s'ils ont un peu du mal à l'école, c'est un domaine qui leur est peut-être pas adapté, peut-être qu'ils n'ont pas trouvé leur place vraiment là-bas, mais je veux quand ils sont ici qu'ils soient complètement déconnectés et qu'ils puissent se sentir libres de participer et de se sentir un peu impliqués dans le processus de la connaissance. Donc pour une journée qui serait classique, admettons, on arrive le matin, on prépare notre atelier, on a plein d'ateliers différents, ça peut être sur le plancton, le changement climatique, sur les plastiques, qui sont adaptés à tous les niveaux de classe qu'on peut avoir. On le prépare, on fait ça pendant à peu près 1 heure, 1 heure et demie avec eux, puis après on va faire une visite guidée de l'aquarium. Ça c'est lorsqu'on s'occupe des scolaires. Sinon après il y a tout le moment où on est avec les grands publics, ou les moments où on n'a pas de scolaires et des grands publics. C'est la création. En fait, on crée beaucoup de matériel pédagogique, justement, ou des grandes expositions, des choses comme ça. Donc là, par exemple, on est sur le projet d'Escale à Sète, un rassemblement de navires et une grosse fête maritime, si vous voulez, qui aura lieu à Sète. Et nous, on présente les gens de la mer, notamment ce qu'on fait au laboratoire. Ok. Alors vous avez une spécialité, c'est que vous êtes quand même très axé sur des espèces qui sont donc régionales et peut-être même encore plus spécialisées sur les espèces locales. Donc c'est ce que tu me disais tout à l'heure, vous avez même reconstruit les habitats et ça c'est assez intéressant. Donc en gros le biodiversarium ça correspond aux espèces de la Méditerranée et une partie des espèces du parc national marin de Banyuls, c'est ça? Alors voilà, en fait, le but du biodiversarium, c'est de promouvoir aussi ce qu'on a en Méditerranée parce qu'on est un des hotspots de biodiversité, c'est-à-dire qu'il est à la fois riche mais menacé. Donc c'est très très riche pour le coup la Méditerranée, hein. On a plein de choses à avoir dedans. Et oui, nous on a des espèces du coup qui viennent que du coin. Alors il y en a qui viennent vraiment pour le coup, qui ont été récupérés parce que nos poissons, il faut savoir que la plupart on les prend quand ils sont juvéniles et on les relâche une fois adultes dans le milieu marin. Donc ils grandissent avec nous une petite partie, quelques mois, quelques années, dépendant des espèces. Et après on les relâche. Et ça peut être juste dans le coin, c'est-à-dire là à la sortie, dans la réserve ou juste à côté. Donc effectivement. Et alors, quand on parlait de richesse, on a de la chance parce qu'on a une biodiversité sur la côte qui est vraiment incroyable. On va avoir des milieux marins comme les côtes sableuses, on va avoir des animaux qui sont adaptés pour vivre dans le sable, des côtes rocheuses, donc là plutôt vers Banyuls, effectivement. On va avoir aussi d'autres choses qui vont se présenter. Le coraïgène qui se trouve un peu plus profond, les herbiers de Posidonie qui sont un vrai poumon de la Méditerranée. On descend encore un peu plus, on va dans les canyons sous-marins qui sont aussi, pareil, ça foisonne de vie, alors qu'on se trouve à plus de 100-200 mètres de profondeur, donc c'est quand même des profondeurs qui sont assez importantes. Donc oui, en fait, c'est aussi la particularité de l'endroit qui fait déjà l'attrait de l'observatoire et en plus, du coup, des espèces qu'on présente au biodiversarium. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tout ça sur tous les bassins qui sont présentés. Oui, c'est ça, exactement. En fait, on va avoir des bassins, comme j'expliquais tout à l'heure, où on va avoir tout qui a été pensé pour reproduire le plus fidèlement les conditions du milieu. C'est-à-dire qu'on va avoir des profondeurs qui sont assez faibles, donc des bassins avec des volumes qui sont assez faibles, où on peut accéder par le dessus. C'est comme si vous faites votre promenade le long de la plage et que finalement, au niveau de vos hanches, au sol, vous trouvez des raies ou des choses comme ça. C'est vraiment très imagé. Puis après, on peut descendre en profondeur et on va trouver, notamment on se trouve un petit peu sur profondeur dans les herbiers de Posidonie où il y a quand même pas mal de luminosité. Puis après, on a de moins en moins de luminosité, plus on s'enfonce dans l'océan. Et même chaque décor a été pensé pour reproduire au plus fidèlement. Donc on va avoir des failles en fait, dans nos aquariums, donc des failles qui ressemblent vraiment aux failles de schiste qu'on trouve dans le milieu naturel. Le fond provient du milieu en question, donc c'est tout un travail qui a été fait dessus. Tu me disais en plus les architectes, ou je ne sais pas qui a créé ça, mais c'était ceux qui ont fait la réplique de la grotte de Lascaux. Exactement, sur un de nos bassins, effectivement, c'est une faille qui existe vraiment, donc, qui est sur une plage qui se trouve littéralement à 5 minutes à pied d'ici. Voilà une petite enclave, et cette faille-là a inspiré en fait un de mes collègues donc le conservateur Pascal Roman, sur la création de l'aquarium, et ils ont fait intervenir effectivement ceux qui ont fait la réplique de la grotte de Lascaux. C'est bien représenté en tout cas. Ça fera plaisir aux collègues. On est tout de suite plongé en pleine Méditerranée. Est-ce que tu peux nous dire, toi, les espèces les plus représentatives du biodiversarium et l'espèce ou les espèces les plus, on va dire, communes ou celles qui te plaisent le plus, qu'on retrouve peut-être plus dans le parc national marin de Banyuls, c'est peut-être un peu moins ailleurs, et inversement? Alors si on peut parler de poissons emblématiques, notamment emblématiques de la Méditerranée, justement, c'est ça le parallèle, c'est que effectivement, si on parle de poissons, l'emblématique de la Méditerranée, c'est le mérou brun.
donc Epinephelus marginatus, qui peut atteindre jusqu'à 1,40 m de long, peser plus de 50 kg, donc on est vraiment sur des gros gabarits qu'on trouve très proche de la côte. D'ailleurs, tout à l'heure on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais c'est aussi une des raisons qui a poussé la création de la réserve, justement. Pour la protection du mérou, c'est ça? Exactement, notamment, parce que c'est une espèce, un fort prédateur trophique, donc ça veut dire que comme il est en haut, si on protège le mérou, on protège tout ce qui est en dessous. Moi, ce qui m'intéresse plutôt à montrer aux gens, plutôt que les poissons, en fait, c'est déjà présenter l'écosystème, donc la relation entre le milieu et les êtres vivants, et qu'en fait, c'est bien plus complexe qu'un aquarium qu'avec des poissons, évidemment. Moi, j'aime bien montrer aux gens, notamment tous les invertébrés qui vivent dedans. C'est-à-dire que si on regarde une roche, les gens ils vont passer, ils vont voir une roche. Moi, j'ai envie de leur montrer autre chose. J'ai envie de leur montrer les vers qui vivent dessus, qui peuvent être des spirographes, des polymnies, peu importe. Voilà, des différents petits vers qui se trouvent dedans. On va trouver peut-être des oursins, on va trouver des étoiles de mer, on va trouver des gorgones, des coraux, on va trouver plein de choses dessus. Et c'est toute cette biodiversité attenante à la roche, en fait, des petites choses qu'on ne ferait pas attention, qui, pour moi, font tout l'intérêt d'une structure comme celle-ci. Et la présence de médiateurs pour expliquer ça, parce que sinon, c'est plus compliqué à trouver. On comprend bien ton activité, ton métier dans ce sens-là. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler du coralligène? Parce que c'est quelque chose que peut-être d'autres personnes ne connaissent pas s'ils ne viennent pas sur la Méditerranée. Effectivement. C'est très spécifique à la Méditerranée, donc tu peux nous en dire un peu plus, puisqu'il est représenté aussi au Biodiversarium. Oui, en fait, le coralligène, c'est un milieu, comme tu dis très bien, qui est typiquement méditerranéen. On se trouve vers 20, 25 mètres, 30 mètres de profondeur. Donc on a quand même de la lumière qui vient. Et ce qui permet une algue qui est rose, qui est encroûtante, en fait, qui va se développer sur les rochers, qui leur donne une couleur rose qui est assez jolie, pour qu'ils soient moins plongés, parce qu'il n'y a pas assez de lumière pour pouvoir observer ça. Mais du coup, sur ces fameuses algues-là, sur ces fameux rochers roses, va se développer notamment des grandes gorgones, qui sont des coraux mous, qui sont en fait une colonie d'animaux qui vivent ensemble, de la famille des coraux. On va trouver du corail rouge, le fameux corail rouge de Méditerranée. On en parlait tout à l'heure. Voilà, une espèce qui est endémique. On a aussi des cladocores qui vont se trouver dans ces milieux-là. On a aussi des poissons très colorés comme les anthias. Donc, vous avez vu tout à l'heure l'aquarium, c'est des petits poissons qui sont orange dedans. On peut trouver des langoustes. En fait, voilà, c'est un milieu qui est très très riche et très coloré. Donc les couleurs, c'est pas que dans les tropiques. On a aussi notre petit quota de couleurs. C'est ce qu'on a tendance à penser aussi. Effectivement, oui. Moi, je voulais te poser une question. Alors, il y a le Biodiversarium, donc l'enceinte où tu es. Elle est en relation avec l'université de la Sorbonne et l'observatoire océanologique. Est-ce que tu peux nous dire la relation que vous avez, que vous entretenez? Alors, c'est une relation qui est hyper vieille. Donc, ça fait plus de 140 ans qu'on est implanté ici à Banyuls. Donc, on date de 1882 pour l'observatoire océanologique. Et à la base, on était avec l'université Pierre et Marie Curie, qui a fusionné avec Sorbonne, qui fait de nous Sorbonne. Mais à la base, le laboratoire a été pensé justement pour avoir un point d'accès sur la mer. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, évidemment, quand on faisait de la biologie, on étudiait à Paris. Paris, la biologie marine, c'est un peu compliqué. C'est un peu loin. Voilà, donc il faut aller sur les côtes, faire des prélèvements. Sauf que le temps de les ramener à Paris, ça ne suffit pas forcément. Quand on veut travailler sur place, on travaille dans les auberges, mais ce n'est pas adapté. Donc en fait, il fallait des endroits, notamment la station biologique de Roscoff qui a été construite. Mais le monsieur qui l'a construit, donc Henri de la Casse-Dutier, il était assez vieux, donc après il y avait toute la problématique du temps pour aussi travailler dessus. Donc l'hiver c'était compliqué, parce qu'il y a des vagues, il y a des forts vents, il y a des tempêtes en Bretagne. Donc il voulait un endroit un peu plus calme, notamment la Méditerranée, qu'il connaissait déjà bien et qu'il connaissait un petit peu sa richesse. Et donc il a hésité entre Banyuls et Port-Vendre. Finalement, Banyuls, il y a eu un bâtiment, plus un bateau et une rente de 500 livres. Et donc, c'est pour ça qu'il a installé le laboratoire. Donc, le début de la recherche commence là. Et 3 années plus tard, il ouvre l'aquarium. Donc, pour vous dire à quel point il est vieux l'aquarium, il ouvre l'aquarium qui était au premier étage du laboratoire. Et le but, c'était que les chercheurs qui viennent, ou les étudiants, puissent voir des animaux vivants en fait, dans des aquariums pour travailler dessus. Cet aquarium-là était ouvert pour le public de Banyuls, qui pouvait le visiter à l'époque gratuitement. Donc, il rentrait dedans et vous pouvez côtoyer à ce moment-là, les plus grands scientifiques, les plus grands naturalistes de votre époque, qui sont en train de travailler sur un bassin à côté de vous, qui visitaient juste tranquillement. Recherche. Voilà. Donc c'est ce qui a été assez incroyable pour le coup, et qu'on essaye encore de retransmettre aujourd'hui. Comme tu disais, c'est la vitrine de... Complètement, c'est exactement ça notre rôle. Sorbonne, quoi. On est vraiment une vitrine de la Sorbonne. Donc on est la structure de médiation scientifique de la Sorbonne. Maintenant, on est deux. Il y a aussi la maison Poincaré à Paris.
qui fait plus des mathématiques pour le coup. Et puis sur la biologie marine, il y a nous-mêmes. Et vous recevez aussi, comme tu disais, les étudiants Exactement. qui viennent sur la région pour travailler. Voilà, des unités d'enseignement qui sont faites pour ça. Donc ça peut être des étudiants de la Sorbonne, mais pas que. On a aussi des étudiants étrangers qui viennent. Donc juste à côté de l'aquarium, vous avez un bâtiment qui est rouge, qui est l'hébergement, dans lequel on va avoir les étudiants qui viennent, les chercheurs pour leur congrès. Donc oui, on a de la chance. C'est qu'il y a, voilà, c'est un pôle d'attractivité scientifique qui est quand même assez important. Super. Hein. T'es plongeur, toi? J'ai plongé en mer Rouge parce que j'ai passé quelques années à Djibouti. D'accord. Et donc, effectivement, j'ai eu l'occasion de plonger là-bas. Ouais. Et est-ce que tu es amené à plonger? Non, tu me disais que tu n'as pas voilà, de il place faut. Alors, pour plonger ici, en tout cas avec l'observatoire, il faut avoir un diplôme de plongée pro que je n'ai pas. Que tu n'as pas, oui. Voilà. Ça t'intéresserait de l'avoir? Ça m'intéresserait. Dans mon métier actuellement, j'en ai pas besoin. Pour en développement, peut-être pour d'autres choses plus tard, ouais. Oui, professionnellement, ça pourrait être intéressant. Ouais. Effectivement. Il faudra que tu passes ton diplôme et puis ensuite tu pourras peut-être Exactement. partir en mission. Ça serait un petit plaisir, effectivement. Tu me disais tout à l'heure, il y a des missions qui sont donc en France, qui sont aussi locales, mais il y a des missions à l'étranger. Oui. On parlait de l'Antarctique, d'autres endroits. Exactement. Tu peux nous en présenter quelques-unes? Par exemple, j'ai des collègues qui travaillent, alors pour le citer, Stéphane Ourdez, qui travaille notamment sur certains polychètes, donc qui sont des petits vers avec des poils, si vous voulez. Et ils travaillent sur leur diversité, notamment sur les milieux extrêmes, notamment dans les sources hydrothermales, donc en profondeur, en Antarctique. Il travaille dessus et son but justement, c'est de voir s'il y a une résistance au futur changement climatique ou à celui qui est en train d'arriver effectivement, de voir s'il y avait une plasticité en termes d'adaptation, d'acclimatation de ces espèces-là selon les endroits où ils se trouvent. Donc voilà, c'est des thèmes qui peuvent pousser des coups les chercheurs à bouger. Sinon, après, on peut aller dans les... là, pas très longtemps, donc c'était en novembre ou octobre, on était sur le canyon de la Casse-du-Thiers, juste à côté, où on peut descendre jusqu'à 500 mètres de profondeur pour faire des images sur les coraux. Donc la mission s'appelait Plascor, pour notamment étudier les plastiques sur les coraux des profondeurs. Il y en a qui vont sur le golfe de Gascogne qui se trouve en Atlantique, il y en a qui vont aller en Arctique cet été. Donc oui, effectivement, ça bouge pas mal. Ouais. Ça bouge bien là. En fait, c'est ça qui est sympa, c'est que vous traversez un couloir et vous êtes toutes part des gens qui sont spécialistes d'un domaine et donc forcément leur expertise est demandée aussi sur d'autres missions. Par exemple, il y en a qui sont pas spécialistes d'une espèce en particulier ou d'un groupe, disons. Et s'il y a besoin d'identification sur ce groupe-là dans une mission ailleurs, ils peuvent être appelés pour la faire justement. Il y a de l'entraide. C'est pas que leur sujet. Exactement. Voilà. C'est intéressant. Oui. Et aussi, même en parlant d'entraide, on a des services qui sont communs. Par exemple, on a un service de microscopie. Donc, par exemple, si, au lieu d'avoir un microscope pour chaque unité de recherche, si, par exemple, demain, j'ai un chercheur qui veut faire. Exactement. On a des gens qui sont formés là-dessus. Donc, déjà, ça va beaucoup plus vite parce qu'il n'y a pas besoin de se former soi-même pendant sa recherche. Et donc, du coup, qui vont pouvoir analyser, traiter les données. Donc, en fait, ça va beaucoup plus vite. Donc, on a des services qui sont dédiés que à ce genre de choses-là. C'est très intéressant. J'ai eu la chance, moi, de participer il y a 1 an, je crois, avec ma petite, à une sortie, un prélèvement de plancton. Juste à côté, parce que vous êtes situé juste en face du port. C'était très intéressant, c'était avec Kelly. Et puis après, on a fait un petit retour au labo avec une observation. C'était vraiment super. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que je pense que c'est une activité qui doit très bien fonctionner. C'est une activité qui plaît beaucoup, effectivement. Ouais. En fait, le but, c'est de montrer toute la diversité. Donc, tout à l'heure, j'en parlais. Et pas que forcément des choses qui sont spectaculaires. On n'a pas de grands requins, on n'a pas de dauphins, évidemment, dans l'aquarium. Et donc, l'idée aussi, c'était de pouvoir amener ce qu'on peut trouver tout autour de nous, c'est-à-dire une goutte d'eau dans l'océan, dans la mer, et voir tout ce qui vit dedans. Donc là, sur ces animations, donc c'est une animation d'ailleurs qu'on va refaire en avril, là, en 2024, et qu'on peut être amené à refaire, effectivement. Donc, où on part, on forme un petit peu les gens, on leur explique qu'est-ce qu'est le plancton, on leur donne des grandes définitions pour donner un petit peu le contexte. Puis, on se déplace sur le port où on fait notre prélèvement de plancton avec des filets. On ramène ça, donc on le fait nous, mais aussi on demande aux gens de le faire avec nous, comme ça ils ont leur propre échantillon également. On ramène ça en salle, on les met sous des loupes binoculaires qui leur permettent d'observer par eux-mêmes ce qu'on trouve dans une goutte d'eau. Et en fait, c'est assez ahurissant parce qu'on ne se doute pas que dès qu'on ouvre la bouche, effectivement, on mange pas mal. Du plancton. Voilà. Pour vous donner juste une petite idée, dans une goutte d'eau, on trouve des milliers de zooplancton, donc le plancton qui est dit animal. On trouve des centaines de milliers de plancton végétal, notre phytoplancton. On trouve des millions de bactéries et de virus. En fait, c'est un monde, mais qui est vraiment hyper intéressant. C'est un écosystème. Hein. Et pour remettre un petit peu les choses dans l'ordre, à la fin de cette présentation-là, donc quand on fait le plancton, je dis que là, tout ce qu'ils ont pu voir, c'est ce qu'on est capable d'observer avec mon matériel. En fait, plus on a un matériel qui sera performant ou qui pourra zoomer plus, c'est de nouveaux mondes qui s'offrent à nous. Et ce qui est incroyable, c'est que
avec une petite goutte. Hein. Mm. En plus, il y a le rétroprojecteur qui met ça sur l'écran là. On voit la vie sur une goutte d'eau. Quoi. C'est Effectivement, oui. à côté de l'endroit où on passe tous les jours, quoi, au port. Mais c'est ça. Et ça permet aussi de parler un peu plus de l'océan, parce que souvent, l'océanographie surtout, c'était une science qui était pendant très longtemps délaissée. Hein. C'était une science considérée comme mineure, très coûteuse, on ne voyait pas l'intérêt derrière. Maintenant, on sait que c'est un rôle primordial parce qu'on a compris les interactions entre la mer, l'atmosphère, le climat. Et donc, ça prend de plus en plus de place, et notamment, on sait que le plancton produit énormément de dioxygène. Avant, on pensait que c'était surtout les arbres. Maintenant, on sait qu'une fois sur deux, si on respire, on le doit notamment à la mer grâce au plancton végétal, qui produit beaucoup de dioxygène. Il va capturer 40% du CO2 atmosphérique. Enfin voilà, c'est énorme en fait en termes d'intérêt même pour l'homme. Donc l'idée de pouvoir sensibiliser les gens à ça, c'est super important. Montrer ce qu'il fait. Exactement. Quels sont les petits éléments qui le font, quoi. C'est vraiment intéressant. Le biodiversarium, c'est pas qu'un aquarium, c'est aussi un jardin. Oui. Alors moi, j'ai pas eu la chance de le visiter, mais toi, tu Oui, l'étais ce matin, donc tu vas pouvoir nous en dire plus. Alors pareil, le jardin méditerranéen, il date de 1957. Donc à la base, c'était un riche domaine qui avait été fait par des familles très puissantes de Banyuls, et à la mort du dernier descendant, ils ont cédé ce domaine-là en fait, au centre d'aide sociale de Banyuls. Et c'est le directeur du laboratoire, quelques années plus tard, donc en 1957, qui a décidé d'avoir une sorte de bail, qui a négocié un bail sur le jardin pour y faire notamment un centre d'écologie terrestre, parce qu'on travaillait déjà, comme je vous ai dit, depuis 1882 sur la mer. Et on a aussi un endroit qui est intéressant, c'est la Terre, et c'est pour ça qu'il y a fait un centre d'écologie terrestre. Ils ont étudié plein de choses, ils ont fait travailler sur des fourmis, sur des micro-mammifères, sur vraiment plein d'insectes, sur des plantes évidemment. Donc ça s'est fait, et puis ça s'est épuisé au fur et à mesure jusqu'en 2006, enfin en tout cas début des années 2000, où finalement on a décidé de garder ce lieu-là, mais d'en faire un centre de médiation scientifique. En fait, l'équivalent du biodiversarium du côté aquarium, mais faire le biodiversarium sur le terrestre. Le jardin. Voilà, exactement. Donc c'est vraiment l'ensemble de ces deux sites qui fait du coup un petit peu la richesse de ce qu'on a en Méditerranée d'ailleurs. C'est bien. Hein. Donc on peut y voir, voilà exactement, on peut y présenter les paysages qui sont typiques méditerranéens, donc le maquis, on va avoir des espaces aussi on présente des plantes avec des huiles essentielles, expliquer c'est quoi cet intérêt, la dégradation du bois qui est super sympa, la gestion des feux. Parce que la sécheresse aussi. Exactement, à la sécheresse, là on est en plein dedans depuis quelques années. Il faut vous dire que là, si vous montez maintenant dans le jardin, ou même pour vous qui êtes allé dans le coin, vous avez vu que tout est sec en fait. Très très sec. Ouais, là, il a plu quelques jours et on voit que c'est déjà. Et la terre est tellement dure qu'en fait ça glisse, Ouais. en fait c'est pas assez perméable. Donc oui, on a une vraie problématique sur l'eau. Donc voilà, c'est quelque chose dont on sensibilise les gens, et puis on parle aussi beaucoup des feux parce que l'année dernière on a eu des très grands feux, notamment même en avril on en a eu, là cette année en février il y en avait un peu plus haut. Donc oui, on a des feux qui sont très récurrents. Alors il faut dire que les feux c'est hyper important en Méditerranée, même sur le globe en général, pour la pousse des végétaux. Il faut vous dire qu'il y a beaucoup de végétaux qui profitent du feu pour grandir. Le problème, c'est que nos feux sont beaucoup trop intenses et trop répétitifs, ce qui ne permet pas très récurrent, là, ouais. Voilà, la population végétale de se reconstruire derrière. C'est la vraie problématique. Donc, c'est tout ce genre de discours qu'on peut tenir sur le jardin, en plus de présenter quelques espèces qui sont soit typiques, soit exotiques, ou voilà, ce qui fait aussi un petit peu la richesse de ce qu'on a à cet endroit. En termes de projets à venir, toi personnellement, est-ce que tu as des projets qui te tiennent à cœur, ou tu as envie de faire des voyages pour te former, ou de trouver, ou participer à des formations pour améliorer encore ton domaine? Est-ce que le biodiversarium aussi a des missions ou des projets spécifiques à venir? Tu m'en as dit une tout à l'heure. En fait, ouais, effectivement, on s'exporte un petit peu. Donc on a des missions, là c'est, comme je disais, le rassemblement de bateaux à Escale 7, où on va présenter les gens de mer. On va avoir ça. Là, ma collègue, elle rentre d'une présentation sur le plancton en Vendée, qu'elle a fait pendant une semaine, donc pas étonnant pour Kelly. Donc voilà, et oui, donc on bouge un petit peu pour présenter un petit peu ce qu'on fait. Alors personnellement, il y a plein de choses, et c'est l'intérêt quand on est assez curieux, c'est qu'on ne sait jamais assez de choses, et on est entouré de gens qui sont érudits dans leur domaine, qui ont vraiment une forme d'érudition très spécifique.
qui nous permet, en fait, dès qu'on se pose une question, d'avoir quelqu'un qui est directement concerné pour l'interroger. D'avancer un peu aussi, quoi. Exactement. Et donc, du coup, ça peut me faire avancer sur aussi des projets que je veux mener. Par exemple, si, là, cet été, on va travailler sur l'écotoxicologie. On a des gens qui travaillent dessus. Si je travaille sur la bioluminescence, il y en a des gens qui travaillent dessus. En fait, peu importe les questions que je peux me poser, je peux trouver des réponses assez rapidement. Donc ça, c'est le côté qui est vraiment super sympa dans le biodiversarium en tant que médiateur scientifique. Et sinon, personnellement aussi, tu parlais peut-être de passer ton classe 1B, exactement, donc, voilà. ce diplôme pour plonger professionnellement. J'aimerais bien aussi partager aussi ces connaissances-là. C'est même pas le milieu de la plongée dans un premier temps qui t'a donné envie. Comment ça, c'est ça aussi, c'est quand on met la tête sous l'eau, qu'on le voit, on se dit c'est incroyable, c'est super beau et j'ai envie de replonger, plonger encore et faire que ça. Pour le coup, ouais, ça vient d'un peu plus loin. En fait, mon père était dans la marine nationale, donc j'ai toujours vécu près de la mer, ce qui fait que j'ai beaucoup voyagé également. J'ai eu cette chance-là. Et donc pour moi, c'était obligatoire de travailler quelque chose avec la mer. En lien avec voilà, la mer. Je voyais pas autre chose. Et j'étais passionné par les animaux depuis tout petit, comme beaucoup d'enfants. Sauf que moi, j'étais foutu dessus et j'ai décidé d'en faire un travail. Et puis ça s'est fait au fur et à mesure d'expériences que j'ai eues, qui ont poussé en fait ma carrière pour l'instant vers la médiation scientifique. Mais je ne ferme pas la porte à autre chose par la suite, évidemment. Et puis voilà, si, admettons, je passais mon diplôme de plongée pro, j'aimerais bien aussi faire partager ces connaissances-là, mais sur place à des gens, notamment en plongée biologique, ce qui est super sympa pour le coup à faire. Ouais. Et les gens sont beaucoup plus concernés quand ils comprennent ce qu'ils voient, que plutôt quand ils observent juste l'environnement et qu'il ne leur est pas donné trop de détails. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui est sympa à faire, notamment sur des zones très touristiques comme vous avez sûrement l'habitude de connaître, où voilà, c'est plutôt de la masse qui est faite plutôt que souvent… plutôt dans l'industrie de la plongée, plutôt que dans la conservation du littoral ou autre. Hein. Et les deux sont pas antinomiques, c'est-à-dire qu'on peut vraiment scinder les deux. Oui, il faudrait pousser, quoi. Il faudrait même former, je pense, les gens dès le départ, pas que à passer un diplôme de plongée, une certification, mais aussi leur dire qu'ils vont devenir acteurs eux-mêmes de l'océan, quoi, que c'est eux qui vont les représenter. Hein. Alors aujourd'hui, quelles sont les plus grandes difficultés que tu peux rencontrer toi ou que tu as pu rencontrer par le passé en te disant là je vais devenir médiateur scientifique, je le suis maintenant, j'ai mes diplômes. Est-ce que c'est difficile de trouver du travail ? Et aussi pour le biodiversarium, c'est quoi les difficultés ? Est-ce qu'il y a des difficultés de financement ? On parlait de l'entretien. Effectivement. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça ? Alors, si on commence déjà par mon parcours, en soi, je n'ai pas connu vraiment de difficultés. J'ai toujours été tout droit et puis ça a fini là. Ça a fonctionné comme ça. Voilà, en gros, après ma licence, j'ai quand même fait une année où j'ai fait un service civique. Où j'ai commencé la médiation. C'est là où j'ai découvert la médiation, c'est-à-dire que j'ai animé des conférences donc des petites conférences sur ça pouvait être sur les coraux, sur les requins, sur les abysses, sur plein de domaines différents en fait. Et le but c'était de partager toujours un petit peu, des choses que je connaissais de mes formations et également que j'apprenais par moi-même, d'où le fait d'être autodidacte aussi, c'est hyper important de toujours se concerner et de toujours lire là-dessus. Et donc ça m'a poussé à le faire. Puis après j'ai été pris à Océanopolis, donc l'aquarium dont je vous parlais, qui est à Brest, et qui, eux, m'ont rapidement fait confiance et qui m'ont donné de plus en plus de missions. Donc, c'est-à-dire qu'après, j'emmenais les gens lors de visites un peu privilégiées, voir des manchots, nourrir des manchots, des phoques, bouturer du corail, montrer comment on faisait en aquariologie pour nourrir nos animaux, produire notre propre plancton. Donc voilà, et puis après, j'ai eu une opportunité de travailler ici, j'ai postulé, j'ai été pris, ça s'est super bien passé. Ça s'est bien enchaîné. Voilà, j'ai jamais eu de moment où c'était vraiment compliqué. Pour ce qui est du biodiversarium, alors souvent les gens ne réalisent pas le coût que c'est effectivement d'avoir un aquarium. C'est très très onéreux dans le sens où déjà les animaux ça mange tout le temps, donc il faut évidemment les nourrir. On a tout ce qui est par exemple l'énergie, ça coûte très cher de chauffer les bassins, de les éclairer, de les entretenir. On a des grosses pompes également pour acheminer toute l'eau. On a des gros systèmes de filtration. Donc on a plein de choses qu'on ne peut pas compacter comme frais effectivement. Hein. Donc c'est toujours quelque chose qui est assez cher, plus les salaires des gens qui travaillent ici. Vous êtes combien à travailler ici ? Je crois qu'on est une douzaine. Alors en fait, il y a une équipe qui va s'occuper de l'accueil, de la boutique et de la communication. Une équipe de médiation scientifique qui est grande pour la structure, mais c'était la volonté de la structure, c'est d'être de la médiation scientifique, et une équipe d'aquariologistes qui vont s'occuper notamment forcément de l'entretien de tous les bassins, des plongées, des nourrissages, des animaux, voilà, des choses comme ça.
Donc, ouais, c'est ça, c'est tout ce coût frais qui… Donc oui, la grande difficulté, elle reste quand même financière. C'est ça, c'est principalement, je dirais, financière sur ce genre de structure. Après, il y a toujours plein d'opportunités de faire des choses et puis, on voit quand même que les gens, quand ils viennent ici, ils sont assez contents. Déjà, ils viennent d'eux-mêmes à l'aquarium, donc c'est déjà un bon point pour être content. Et puis après, voilà, avec ce qu'on peut leur proposer, c'est des choses qu'on retrouve peu ailleurs, ou pour ne pas dire jamais, en fait. Enfin, je ne connais pas d'autre structure qui peut proposer les mêmes choses, dû à notre proximité à l'observatoire, en fait, du fait qu'on fait partie de l'observatoire. Ah, c'est spécifique à votre activité. Exactement. Par exemple, là, aller récupérer du plancton sur le port, étudier, puis faire parler de ça. Ou là, par exemple, le dernier, comme c'était sur un service du laboratoire, on expliquait les moyens d'observation à la mer, notamment le bouillon instrumenté, nos ROV, nos véhicules qui sont contrôlés de façon télécommandée, qu'on va mettre sous la mer pour faire des prélèvements, pour faire des images, même nos robots qui sont autonomes. Enfin bref, on a plein de choses à présenter qu'on ne pourrait pas trouver forcément autre part. J'ai remarqué, bon, c'est peut-être pas le cas de tous les aquariums ou toutes les structures qui proposent ce genre d'activité, mais on parle beaucoup du monde marin et on ne parle pas trop des oiseaux marins. Est-ce que vous, c'est le cas? C'est quelque chose que vous allez inclure? Moi, j'adore j'adore l'ornithologie. Il y a quand même des oiseaux marins spécifiques en fonction des saisons. On a parfois des oiseaux qu'on voit dans des zones où on pourrait penser qu'ils n'ont rien à faire ici. Et c'est pas trop présenté. C'est pas trop présenté pour le coup parce que nous, on est, comme je disais, vraiment une vitrine de l'observatoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ça qui est à l'observatoire. Après, moi, c'est mon appétence naturelle aussi pour tout ce qui est naturaliste. Donc, si ça vole, ça m'intéresse, si ça nage, ça m'intéresse, si ça court, ça m'intéresse aussi. Donc voilà, donc l'ornithologie, effectivement, c'était super intéressant. L'année dernière, on a eu des super cas de pingouins torda qui étaient présents pendant une grande période, qu'on pouvait trouver donc, des pingouins directement dans le… Nous, on les a vus en Islande. Ouais. On ne pas les voir en Méditerranée. Non, alors ils migrent, effectivement, ils migrent, mais là, ils sont restés très longtemps dans le coin, donc ils étaient faciles à observer, ce qui était super sympa. Peu classique, mais voilà. Donc nous, on ne peut pas mettre ça en valeur là-dessus. Sur le jardin, vu qu'on peut parler un petit peu de plus qu'on veut, parce qu'on n'a pas de recherche qui se fait sur le terrestre, on n'en a plus maintenant. Donc, on parle toujours des grandes thématiques, mais aussi, on a aussi de la migration des oiseaux, et c'est important d'en parler. Et donc, on va parler notamment, quand on a des forts épisodes de tramontagne, on va avoir des oiseaux qui sont de magnifiques couleurs. On a des hurliers d'Europe qui peuvent venir, on va avoir du guépier aussi d'Europe qui sont des oiseaux qui sont splendides, en fait, qui sont dans le coin. On va avoir aussi des milans, donc des gros oiseaux de proie qui sont dans le coin, en fait, ou du loriot jaune, un oiseau qui chante super, c'est magnifique. Donc voilà, en fait, on peut faire toujours des petits apartés là-dessus. Ça, c'est plus la sensibilité de chacun. Moi, je trouve que c'est important d'en parler, effectivement. Et puis, surtout que les oiseaux, leur migration aussi est liée au climat. Et donc, il y a toujours des parallèles qui peuvent être intéressants à faire avec. Par exemple, si on parle sur les oiseaux marins, on peut parler notamment de la surpêche, notamment du krill, qui a un impact hyper important qui met des pressions énormes sur ces oiseaux-là, ou les pollutions plastiques, qui sont bien connues aussi de leurs impacts qu'ils ont sur les populations d'oiseaux. Donc voilà. Donc on n'en parle pas à l'aquarium, mais moi si on me pose des questions, évidemment, on est tout à fait là-dessus. Voilà, exactement. C'était très intéressant. Est-ce que tu as des sites à nous partager? Est-ce que toi, personnellement, tu as un site internet ou une page où tu publies des choses? Ou si ce n'est pas le cas, est-ce que tu veux nous partager le site du Biodiversarium? Ah ben voilà, moi je suis un peu, pour ainsi dire, school, plutôt livre, tout ça, ça me va très bien. C'est très bien aussi. Mes collègues sont bien plus forts que moi là-dessus. Donc voilà, je pense que j'ai une collègue qui anime du coup la page du Biodiversarium, donc une page Facebook qui se trouve sous le même nom, une page aussi Instagram où elle peut mettre des petites devinettes de temps en temps, des nouveautés de l'aquarium, des choses comme ça. Voilà, un peu plus. Ouais. Comme je le dis, c'est pas. Moi, je suis moins sur le site du Biodiversarium, on mettra le lien, je ne l'ai pas en tête, mais j'imagine que ça doit être www.biodiversarium.fr. Ouais, ça doit être ça. Je pense que ça doit être ça. On vérifiera et puis on mettra tout ça en lien. En tout cas, merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Avec grand plaisir. Je suis ravi de t'avoir rencontré et c'était très instructif. Et de même. À très bientôt. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Terra Cultura est à la fois un média et une fondation dédiée à la promotion de la culture et de l'environnement. Nous avons besoin de votre soutien, alors n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches. Restez à l'écoute pour de nouvelles rencontres et des découvertes inspirantes. À très bientôt sur notre chaîne.